Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté internationale, Mesdames et Messieurs les agents publics, chers invités. Avant de délivrer mon discours, je tiens à dire devant vous aujourd'hui et devant tous ceux qui prennent le temps de nous écouter que Canari pas sous. Nous sommes dans un pays qui ne dispose pas d'un canari, mais d'une couche altérée. Donc nous devons prendre le temps de comprendre que nous n'avons plus la possibilité d'entreprendre les projets que nous voulons et dans un même temps, ce que j'ai vécu jusqu'à présent, ces 15 premiers jours, me retrouver souvent avec des gens qui me disent « Ministre Naméon ». Moi, je me dis que j'ai les responsabilités devant un pays que j'aurai l'honneur et le privilège, si vous voulez, d'assumer. À l'heure où notre pays traverse une crise globale, touchant tous les aspects de la vie nationale et profonde compte tenu de ses répercussions sur la société dans son ensemble, qui doit interpeller chaque citoyen, le président de la République et le Premier ministre m'ont honoré de leur confiance en me plaçant à la tête du ministère de l'économie et des finances. J'ai accepté cette fonction tout en étant conscient des défis de l'heure, mais également convaincu de l'opportunité extraordinaire qui m'est offerte de servir mon pays à un niveau aussi élevé de responsabilité et de contribuer à jeter les bases de conditions de vie acceptables socialement et économiquement pour nos frères et sœurs. Mesdames et messieurs, le gouvernement dont je fais partie hérite d'une situation économique difficile marquée ces derniers mois, notamment par une détérioration du cadre macroéconomique global, une dégradation sensible du niveau de vie des ménages, une hausse des prix des produits de consommation de base, une dépréciation importante de la monnaie locale. Cette dégradation du cadre macroéconomique se traduit notamment entre un déficit chronique de la balance commerciale, un taux de croissance faible du produit intérieur brut de 1,5% en 2015 contre 2,6% prévu alors qu'il était de 2,7% en 2014. Un taux d'inflation en nette progression atteignant en février 2016 environ 14,4%. Une baisse sensible des réserves nettes de change qui actuellement ne dépasserait pas 2 mois d'importation. Il est aujourd'hui d'environ 750 millions de dollars alors qu'il n'y a pas longtemps il avoisinait les 900 millions. Un financement monétaire de plus en plus élevé produit d'un déficit budgétaire mal contrôlé. Une dépréciation d'environ 22% de la monnaie locale par rapport au dollar américain à la fin de septembre 2015. Il vient d'attirer l'attention des acteurs économiques, des citoyens en général, sur un ensemble de facteurs dont la conjugaison a contribué à cette sévère dépréciation. Ces facteurs d'ordre politique, social et économique et qui ont des conséquences graves sur le pouvoir d'achat de la population sont la faible croissance de l'économie de 1,7%, exacerbée sur la même période par une croissance démographique de 1,5%, une poussée inflationniste, je le répète, de 14,4%, un déficit de la balance commerciale de 1,7 milliard de dollars, altérant l'offre de dollars dans l'économie. Deuxièmement, le niveau des taux d'intérêt nominaux qui a avoisiné 30% en Haïti, alors que dans le même temps, il se situe autour de 2% aux États-Unis. Il suffit de projeter ces deux monnaies dans le temps pour réaliser que celle assujettie au taux le plus élevé subira une dépréciation par rapport à l'autre, souvent dans les mêmes proportions, toutes choses étant égales par ailleurs. Troisièmement, la situation sociopolitique marquée par l'instabilité. Cette situation affecte le risque pays, ce qui fait augmenter sensiblement le taux d'intérêt nominal. Le financement budgétaire de 4,7 milliards de gourdes en 2015, augmentant ainsi la quantité de monnaie locale en circulation dans l'économie. La diminution importante du financement externe, c'est-à-dire on a eu des problèmes d'appui budgétaire qui n'arrivent pas, ça a été mentionné par le président de la République, provenant des organismes bilatéraux et multilatéraux et les ressources provenant de l'accord Petro-Caribé. Le peu de confiance des opérateurs, sixièmement, des opérateurs économiques qui, pour des raisons diverses, ont décidé de thésauriser en dollars. Nous avons donc pour devoir d'agir sur les facteurs sur lesquels nous avons le plus de contrôle, de manière à restaurer la confiance des acteurs dans l'économie. La plupart de ces problèmes étant de nature structurelle, leur correction définitive ne saurait s'effectuer dans le cadre du court mandat du gouvernement. Cependant, le ministère entend créer les conditions et prendre de concert avec les secteurs concernés toutes les mesures jugées pertinentes, susceptibles de revenir à un cadre macroéconomique plus favorable. Des efforts seront également déployés pour freiner la détérioration des conditions de vie de la population et assurer la disponibilité de ressources nécessaires au financement de services de base améliorés à la population. Au nombre de ces mesures, citons la rationalisation des dépenses publiques avec emphase sur les dépenses de fonctionnement strictement essentielles de l'administration,
les mesures les plus énergiques seront prises pour éviter tout gaspillage au niveau de l'administration publique. Une exécution budgétaire proche de l'équilibre, un financement monétaire modéré du déficit budgétaire, l'octroi dans les limites soutenables budgétairement de subventions à l'EDH, la recherche d'une meilleure efficacité et d'une amélioration de l'efficience des entreprises publiques à caractère commercial et industriel. Il y a une parenthèse que je voulais rapidement ouvrir, qu'il ne fait aucun sens pour l'État au niveau du ministère de l'économie et des finances de se retrouver à appliquer une politique d'austérité pendant qu'il y a des organismes autonomes tels que l'ONA, l'OFATMA, l'OAVCT, la pension civile, etc., qui dépendent du ministère des Finances bien sûr, se retrouvent maintenant à faire des dépenses quand on prenne le contrôle. Il devient extrêmement important que dans le temps, nous sachions en tout temps pourquoi ces dépenses sont réalisées et quels sont les impacts sur le plan social et économique pour le pays. Une amélioration de la qualité des dépenses d'investissement, favorisant les projets les plus rentables socialement et économiquement, la maximisation des recettes fiscales et douanières via notamment le renforcement des organismes de perception, une harmonisation des politiques monétaires et fiscales via notamment un programme de cash management pour faire baisser le taux d'inflation et contenir la dépréciation de la gourde en vue de préserver le pouvoir d'achat de la population et réduire les incertitudes des investisseurs. Des consultations avec les secteurs productifs en vue d'identifier les mesures fiscales de court terme qui stimuleront la production, les exportations, la croissance et l'emploi. Une mise en cohérence des politiques économiques axées sur la valorisation des secteurs compétitifs et la réduction des disparités régionales en vue d'une convergence vers une croissance économique et la création soutenue d'emplois durables qui à terme induiront un élargissement de la classe moyenne et réduiront l'exode rural. Un accompagnement des secteurs productifs de l'économie pour renforcer leur compétitivité. Une rationalisation des dépenses de sécurité sociale et la poursuite et le renforcement des réformes économiques et financières en cours. Nous devons admettre que nous ne pouvons continuer à persévérer dans une voie qui a fait son temps et ne permettra pas au pays d'affronter des défis comme la pauvreté, le dénuement extrême d'une couche importante de la population. Nous sommes appuyés sur des béquilles pour courir un marathon. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons sortir de cette délicate situation que si nous nous mettons d'accord pour assurer la stabilité politique et sociale du pays. Nous définissons un ensemble de programmes prioritairement axés sur nos ressources limitées, en faire une utilisation la plus efficace et la plus opportune possible, de manière à améliorer les conditions de vie de nos frères et sœurs haïtiens et rétablir la confiance entre dirigeants et dirigés. Nous faisons une évaluation de nos besoins de peuple et mettons en place une approche d'économie de l'offre qui aura son plein effet dans le temps. Ces conditions, une fois remplies, ouvriront la voie à un élargissement de l'assiette économique où l'industrie et les services joueront pleinement leur rôle. Nous ne pouvons pas, avec un environnement politique instable et une dépréciation accélérée et continue de la monnaie locale, inviter des investisseurs étrangers à s'allier à des locaux pour satisfaire les besoins de la population. Mesdames et messieurs, les contraintes d'ordre temporel liées à notre statut de gouvernement provisoire, c'est l'ensemble des problèmes socio-économiques du pays. Cependant, nous nous engageons durant notre passage à la tête du ministère de l'économie et des finances à tout mettre en œuvre pour chercher à rétablir la confiance chez les acteurs économiques, redonner l'espoir au peuple et soulager la misère des pauvres et de nos frères et sœurs. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il commence à pleuvoir pour qu'Haïti souffre de moins en moins. Merci tout le monde.